Imaginez à présent un robot capable d'effectuer les tâches du quotidien ou encore de tenir une conversation. C'est peut-être le monde de demain. Des innovations présentées à Nancy au centre des congrès à l'occasion de la semaine de la robotique. Un rendez-vous qui rassemble tous les spécialistes internationaux de l'intelligence artificielle. Et c'est notre page spéciale ce soir. Sophie Mercier, bonsoir. Vous êtes sur place. Je le disais, cet événement présente les toutes dernières avancées en matière de robotique. Oui, tout à fait, Anne-Sophie. C'est le rendez-vous annuel des spécialistes de la robotique et ça se passe pour la première fois ici à Nancy. 500 chercheurs et professionnels sont réunis pour participer à une conférence internationale sur les humanoïdes. Ces robots pensés à notre image qui se déplacent comme nous, parlent comme nous et qui pourront peut-être même un jour penser par eux-mêmes grâce à l'intelligence artificielle. Alors, quelles conséquences sur notre économie, sur nos emplois et quelles limites éthiques posées à ces avancées? On en parlera dans un instant, mais tout de suite, retrouvons notre première invitée, Serena Ivaldi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'INRIA à Nancy et c'est grâce à vous que cet événement a lieu ici. Vous êtes spécialiste de la robotique humanoïde et collaborative. Expliquez-nous. Robotique humanoïde, ça parle des robots humanoïdes. Du coup, robots humanoïdes, c'est des robots qui ont une forme typiquement anthropomorphe. On retrouve des bras, une tête, un torse. On peut avoir des robots humanoïdes qui ont des jambes, qui du coup peuvent se déplacer, mais aussi des robots humanoïdes anthropomorphes qui ont une base mobile. Et ça, c'est le cas surtout des robots de service qui doivent évoluer dans un lieu fait par les humains, qui doivent du coup naviguer et se déplacer, donc comme les robots qu'on a ici. Et vous travaillez sur la robotique collaborative. C'est en fait essayer de programmer les robots pour qu'ils collaborent avec les humains, qu'ils nous assistent, comme ces robots qui peuvent saisir des objets. Exactement. Donc, quand on parle de collaboration, on entend vraiment le fait que les robots puissent évoluer à côté des humains ou dans des environnements qui sont faits par les humains. Donc, quand on dit interagir avec l'humain, c'est des forces physiques ou, par exemple, le langage naturel et les environnements des humains. Ici, on a une compétition où on retrouve des choses qu'on a typiquement à la maison et c'est vraiment un bon exemple. On retrouve la cuisine, des portes, des tiroirs, des objets à saisir, etc. Donc, c'est seulement un exemple, mais c'est des robots qui ont vocation après à aller dans d'autres lieux. Et des tâches qui sont très complexes, on va le voir. Alors, des robots, il y en a de toutes sortes, des humanoïdes, on l'a dit, mais aussi des bras articulés, des chiens robots. Et tous se sont affrontés sur différents parcours pour démontrer leur agilité, en soulevant des objets, en contournant des obstacles, ce qui demande un véritable travail de précision pour les programmateurs. On découvre tout cela en images avec le reportage de Malika Boudiba et Olivier Bouillon. Une cinquantaine de robots parmi les plus avancés technologiquement de la planète ont débarqué à Nancy. Avec eux, des industriels et des scientifiques. Deux compétitions sont au programme, une européenne et l'autre internationale. Tous les laboratoires du réseau amènent leurs robots et doivent essayer de résoudre un certain nombre de tâches définies à l'avance. Et on va essayer de voir ce qui fonctionne le mieux. C'est une compétition parce qu'on veut encourager la collaboration. Donc, par exemple, une équipe qui va utiliser une partie d'un autre robot, par exemple un logiciel fait par une autre équipe, ça va rapporter des points aux deux équipes afin que finalement ils travaillent plus ensemble. La compétition internationale porte sur la locomotion des robots, des humanoïdes ici à l'entraînement, capables de marcher et de porter des charges. Pour aller par exemple désamianter un bâtiment, qui est quelque chose qui est dangereux pour les humains, là ça peut avoir beaucoup de sens d'investir dans un robot plutôt que d'envoyer des humains pour lesquels c'est très dangereux. Donc c'est ce type de tâche-là qui va commencer, on va avoir de plus en plus de robots dans ces tâches-là. Et la dernière chose, peut-être quand je serai plus vieux, on aura des robots qui seront capables d'aider à la maison, peut-être dans des EHPAD ou des situations comme ça. Voici des robots joueurs de foot. Ce jour-là, la mission des élèves d'un lycée de Longwy, spécialité numérique et sciences informatiques, est de réussir à programmer des stratégies grâce à des lignes de code. Cette fonction, l'idée, c'est que vous n'ayez pas besoin de la recoder 36 fois dans votre programme. Il commence simple pour pouvoir se familiariser avec le langage. Et ensuite, ils vont pouvoir développer des stratégies plus complexes et apprendre à traduire ces stratégies plus complexes. Donc ça a un vrai intérêt pédagogique pour eux, parce que c'est des savoirs qui ensuite peuvent être utilisés pour autre chose que des robots qui jouent
ou football. Les 2 premières équipes qui arrivent à tester enfin leur programmation sont des élèves de seconde. On nous a donné un code de base et ensuite on l'a modifié. Ça a été un peu compliqué au début, mais dès qu'on a compris le truc, ça devient tout à coup plus facile. Et le but, c'était de faire en sorte que le défenseur, il défend toujours la balle, peu importe où elle va. Et voilà, mission accomplie, on a réussi. On a beaucoup réfléchi, beaucoup, même en groupe, etc. On a fait beaucoup d'erreurs. Et en fait, on a réussi au final. Et c'est ça qui est bien, c'est le travail qui paye. La semaine internationale de la robotique à Nancy se poursuit dans les écoles, mais aussi avec des projections débats et la suite des compétitions jusqu'au 28 novembre. Serena, on le voit, ces robots humanoïdes, ils nous ressemblent, mais pas tant que ça non plus. Ils n'ont pas un visage humain et il y a une raison à ça. Bah, en fait, d'une certaine manière, on n'a pas besoin d'avoir un visage qui ressemble vraiment l'humain du point de vue esthétique. Nous, on a surtout besoin des fonctionnalités, donc retrouver les caméras, la centrale inertielle, l'orientation, les microphones pour la parole. Il y a des chercheurs qui s'intéressent à la partie plus communicative de l'interaction homme-robot, l'interaction sociale, et que du coup, ils créent des visages qui ressemblent plus les humains. Parfois, au point d'utiliser des techniques qui sont propres du cinéma, pour avoir des peaux même qui ressemblent à celles d'un humain. Mais sur des robots comme ceux qu'on utilise ici, ça peut susciter une sensation d'étrange. Donc on parle des vallées de l'étrange, que c'est une réaction normale qu'ont les humains face à quelque chose qui se rapproche trop de l'humain et qui s'éloigne par contre de la machine et de sa fonctionnalité. On le sait, les robots ne peuvent pas ressentir d'émotions, c'est ce qui nous différencie encore. Mais est-ce qu'ils sont capables de décrypter ces émotions qu'ils ne ressentent pas eux-mêmes? Oui. En fait, il y a plein d'algorithmes d'intelligence artificielle que vous pouvez aussi trouver sur des caméras, des dispositifs comme des téléphones qui sont capables de détecter vos expressions faciales, etc. et inférer votre émotion. Voilà, mais pour des robots qui doivent utiliser, évoluer et manipuler des objets, ça, c'est pas utile. Par contre, pour l'interaction homme-robot, ça peut être utile. Une société partagée avec des humains et des robots qui collaboreraient dans la vie quotidienne, c'est une utopie, un cauchemar, et dans combien de temps est-ce que ça va arriver? En fait, ça existe déjà. Il y a plein de robots qui existent déjà. Il y a des restaurants où il y a des robots qui sont les serveurs. Vous avez des robots aspirateurs à la maison. Il y a plein de robots aussi industriels qui collaborent avec les ouvriers sur certaines tâches. Du coup, il y a déjà un partage. On espère qu'il y aura plus de partage parce qu'il y aura des nouveaux robots qui arrivent, qui ont plus de fonctionnalités et qui peuvent aider les hommes, nous on espère, dans des tâches pénibles et du coup soulager les personnes et les aider dans leur vie. Qu'est-ce qui est la limite en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous différencie encore fondamentalement? Les humains, ils sont irréplaçables. On n'aura jamais une machine. Pour combien qu'on puisse faire des machines intelligentes, on n'aura jamais comme des humains. Je pense que nous, notre force, ça va être de créer des technologies qui peuvent vraiment nous aider, identifier où le robot il doit aller et comment on le fait pour qu'il puisse vraiment nous aider sans menacer, sans nous substituer. Merci beaucoup. Et toutes ces questions, évidemment, elles nous fascinent, nous, le grand public. Et d'ailleurs, le public a été au rendez-vous, très nombreux, ce week-end pour vivre ce premier contact étonnant avec des robots. Un moment insolite et déstabilisant aussi parfois. Regardez ce reportage de Malika Boudiba avec Alexandre Clocher. Je suis Miroki, un Mirocaï. Je suis ici pour aider avec des tâches logistiques et interagir avec les gens. Il est sympathique. Il a une bonne tête. Miroki est un robot conçu pour accompagner les usagers et les renseigner dans un aéroport ou en milieu médical. Ce prototype s'est vite attiré les sympathies du public. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les robots ? Tout ce qui est la programmation, l'évolution et les services qu'ils peuvent rendre. La programmation et l'évolution des robots sont fascinantes. Les robots deviennent de plus en plus intelligents et capables d'aider dans divers domaines. Oui, c'est incroyable de voir les progrès réalisés. Et c'est ce que j'allais dire. Absolument. Absolument. C'est excellent. La technologie peut être vraiment surprenante.
En effet, la technologie est surprenante et le public n'est pas au bout de ses surprises. Des robots étonnants, humanoïdes ou amusants sur 4 pattes. Ce qui m'impressionne, c'est la facilité qu'il y a de manipuler les objets. Alors, je connais les robots automatiques de l'industrie, mais là qu'il est, entre parenthèses, un peu autonome et qui manipule les objets. Le futur au niveau robotique, je dis c'est une bonne chose pour l'être humain d'avoir des aides robotiques. Tant que ça sert l'humanité dans le bien, mais si on commence à l'utiliser, malheureusement, pour les guerres ou là, je trouve ça moins marrant. Des quelques stands que j'en ai vus, il faut que les personnes âgées se préparent à en côtoyer beaucoup parce qu'apparemment c'est une grosse application. Donc j'espère que nos grands-parents seront OK avec tout ça. J'ai vu qu'il y avait un robot Star Wars et j'adore Star Wars donc c'est cool. Les robots sont déjà une réalité dans les laboratoires et ils seront demain ou après-demain dans notre quotidien. Des robots dans notre quotidien, c'est déjà une réalité pour vous, Francesco Ferro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'une entreprise, un leader dans le domaine de la robotique et vous développez des robots pour assister les humains, notamment pour les personnes âgées aussi. Exactement. Donc on a plein de robots qui sont collaboratifs et donc doivent aider les personnes. Pas seulement dans la partie industrielle, comme vous pouvez voir derrière moi, tous les robots qui doivent être précis dans la partie de manufacture, mais aussi dans les hôpitaux pour pouvoir aider les personnes et aussi les personnels qui doivent aider les patients. Alors ces robots, ils sont aussi créés pour nous remplacer si besoin dans des situations dangereuses dans l'industrie évidemment, mais aussi pour des opérations de l'armée par exemple. Exactement. L'idée, c'est justement de ne pas risquer les vies humaines et donc avoir des robots qui peuvent faire ces trucs pour ne pas risquer notre vie à nous et faire dans la meilleure façon et sans s'arrêter. Ça existe déjà ça? Quelle application concrète on a? En fait, on a des robots au niveau du pilote, surtout avec l'Union européenne et aussi parmi le projet Eurobin dans lequel on fait partie. On fait des tests avec les robots pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, au niveau des manufactures, on a vu plein de vidéos avec des robots humanoïdes avec lesquels on a travaillé ensemble. Mais maintenant, le challenge, c'est surtout l'interopérabilité. Donc, d'avoir le même code qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle ou pas sur les différents robots des différentes entreprises. Est-ce que ces robots, ils sont une menace pour l'emploi et pour quels emplois? En fait, c'est le contraire. Donc là, les robots, ils doivent apprendre les travails qui sont le moins, on va dire, qui apportent moins à la société pour donner du temps libre aux gens pour faire tous les travaux que les robots ne peuvent pas faire. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ces robots-là où on n'arrive pas à trouver du travail. Donc, par exemple, on n'arrive pas à trouver des employés pour travailler dans l'agriculture. Même dans les entreprises, parfois, pour faire un petit travail seulement pendant 3 ou 4 heures, c'est difficile de trouver quelqu'un à temps complet qui peut faire ça. Donc l'idée, ce n'est pas de substituer, mais d'aider, collaborer et participer. Et alors, comment être sûr que les robots ne vont pas nous remplacer totalement? Par exemple, nous, les journalistes, vous, les chercheurs avec l'intelligence artificielle, en fait, où est-ce qu'il faut fixer une limite? En fait, la limite, c'est normalement la société et donc nous, pas seulement les chercheurs, mais aussi la communauté et les gens qui utilisent ces robots-là, qu'on doit les faire ensemble. Donc l'idée, c'est que ces robots-là, surtout les robots collaboratifs, donc toute l'idée d'avoir des robots qui peuvent interagir avec les gens, avec les personnes, en tout type de champs, c'est justement qui nous aide. Donc ça doit être des outils pour faire des trucs qu'il y a des années, on ne pouvait pas faire. Plus ou moins comme il est arrivé pour les voitures, par exemple. Donc ces robots-là, dans la maison, ils peuvent faire les ménages, ils peuvent nous aider à repasser. Et donc ça, c'est l'idée pour donner à nous du temps libre pour faire des trucs plus créatifs, pour voir comment on peut vivre mieux ou passer mieux notre temps. Nous libérer en fait un petit peu des corvées. Exactement. Voilà, c'est l'idée. Bon, on l'espère. C'est une vision en tout cas positive. Merci beaucoup Francesco Ferro d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale. On suivra bien sûr avec attention la suite de vos travaux puisque votre équipe et tous les robots présents ici participeront à la grande finale du concours Eurobin. Ce sera dans 18 mois.